Bien, bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Donc, comme vous l'avez vu et comme cela vient de vous être rappelé, la journée va se diviser en plusieurs tables rondes. Je suis en charge ce matin d'être le président du nombrilisme en quelque sorte pour cette première table ronde qui sera consacrée au regard doctrinaux sur la loi du 5 mars 2007 avec donc deux interventions qui vont se succéder. D'abord du professeur Gilles Raoul Cormeille pour nous présenter la philosophie de cette loi et les apports qui ont été les siens et les changements qu'elle a introduits par rapport à la législation antérieure. Et ensuite, une intervention du professeur Ingrid Maria qui nous montrera quelle a été l'évolution jurisprudentielle et l'apport de la jurisprudence par rapport à ce texte. Donc, sans plus attendre. Alors ensuite, nous aurons, je pense, des échanges et une discussion et la place sera donnée à l'assistance pour que vous puissiez poser des questions et je dirais peut-être quelques mots de conclusion si le temps m'en est laissé. Je donne tout de suite la parole donc au professeur Raoul Cormeille pour cette première intervention. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci Ingrid d'avoir accepté qu'on puisse, avec Muriel, réitérer 3 fois cette expérience du bilan de la loi de 2007, grâce à Anne Caron-Déglise, quand même, qui est indispensable pour nous, parce que depuis 2 ans, quand même, on travaille en étroite, on travaille avec vous et grâce à vous. Hein. Et donc, en fait, c'est un peu ça l'idée de ce colloque, et c'est pour ça qu'on voulait qu'il y ait un petit moment sur la doctrine. Non pas parce que 10 ans, c'est évidemment l'heure du bilan, mais parce que déjà le bilan, il y en a qui ont voulu le traiter beaucoup plus tôt. Moi, je me souviens en 2012, à la Cour de cassation, colloque du Centre de recherche de l'Université Paris 13, bilan sur les 5 ans de la loi du 5 mars 2007. Et là, clairement, je trouvais qu'on n'avait aucun recul. Quand en 2017, il fallait fêter les anniversaires, parce que comme disait Yves Lequette, on aime bien les anniversaires. Je me souviens qu'avec Jean Hauser, c'est la dernière fois qu'on s'est vu en 2017 sur le quai de la gare de Caen, il m'avait dit il faut qu'il y ait un ouvrage sur les 10 ans 2017. Bon, on n'y était pas encore complètement prêt. Et puis, parce que moi je trouvais que le bilan, c'était le bilan d'application de la loi, donc il fallait attendre le 1er janvier 2009, donc le 1er janvier 2019. Pourquoi l'heure du bilan est nécessaire ? Parce que nous avons vécu, grâce à Madame Anne Caron-Déglise, un moment un peu étrange pendant les 4 mois du groupe interministériel où il fallait finalement renoncer à tout ce qui pouvait nous gêner pour faire la meilleure législation qui soit. En tant que civiliste, j'ai essayé de renoncer à beaucoup de choses, travaillant avec le droit belge, en travaillant avec le droit suisse, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui est véritablement indispensable pour assurer la finalité, l'effectivité des droits des personnes protégées, l'effectivité d'une protection. Et donc après ces 4 mois de travaux, j'étais un peu dans l'état, vous voyez, comme quelqu'un qui aurait passé sa journée dans des manèges. Donc j'avais la tête qui tournait beaucoup, je ne savais plus où j'étais, entre les différents droits internes, avec le droit international, et je me suis dit, on va retrouver les étudiants, il faut revenir à la base. Évidemment, avec les étudiants, l'échange est toujours un peu frustrant, donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut qu'on échange en colloque, qu'on puisse se revoir avec les grands spécialistes qui ont accepté de venir et qui écrivent depuis très longtemps, professeur Lemoulan notamment, voilà, un certain nombre de collègues qui sont présents parmi nous. Et donc, il fallait essayer de jeter les bases sur ce qui est indispensable dans cette matière. Alors, dans ce propos oral, je vais essayer d'être le plus clair possible, justement. Je le suis pour vous, mais je suis aussi pour moi, parce que je vous dis, j'avais la tête qui tournait. 1804, 1968, 2007, 2019, 4 dates. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe une accélération. Une accélération. 1804-1968, on a un droit des personnes très vulnérables qui est réduit à quelques articles.
N'oublions pas qu'en 1952, il n'y avait que 10 000 interdits judiciaires sur 40 millions de Français. Et que la loi de 1968, elle a connu d'abord un succès sociologique. 100 000, 200 000, 300 000, 400 000. Et on arrivait bientôt à 1 million de mesures. Et la loi de 2007, pourquoi a-t-elle été faite? Pour éviter ce million de mesures. Pour éviter ce million de mesures, alors même qu'on allait traverser une révolution sociologique avec l'allongement de la population, l'allongement de la vie extraordinaire. Songez qu'en 1940, une personne sur deux avait 60 ans. Et qu'en 2060, pardon, en 1940, une personne sur 10 avait 60 ans. Et qu'en 2060, une personne sur 2 aura 60 ans. Donc, on va traverser évidemment un changement complet de la manière de vivre ensemble, où la vulnérabilité sera plus toujours vers l'enfant, mais aussi vers la personne très âgée. Et ce qu'il y a de beau dans ce concept de majeur protégé, c'est que ce n'est pas seulement la personne âgée, ce n'est pas seulement la personne handicapée, c'est toutes sortes de personnes qui souffrent d'une altération de ses facultés personnelles. Accélération du temps, et donc nous allons nous déplacer à travers le temps. Pourquoi? Eh bien, pour observer les changements normatifs. Deux axes donc, l'axe du temps et l'axe normatif. Deux axes pour faire quoi? Pour se poser la question, quelles sont les constantes, quelles sont les variables? Qu'est-ce qui ne change pas et qu'est-ce qui change? Alors évidemment, quand on parle avec des professeurs étrangers, on s'aperçoit que les concepts du droit des incapacités, c'est comme ça qu'on l'appelle en droit civil, sont réduits à une petite dizaine. Mais quand on fait du droit interne, du droit français, en 1968, ce qui était fondamental et qui a suscité beaucoup la critique, mais on avait 4 ans de recul déjà, c'est l'institution d'un juge des tutelles. Et c'est véritablement ce juge des tutelles, ce magistrat du tribunal d'instance, rappelons qu'en 1958, il y avait 475 TI, et qu'on est passé, avec la réforme en 2008, à 307, et que là, en 1er janvier 2020, voilà, il va y avoir la fusion des TI et des TGI avec ces tribunaux de l'ordre judiciaire. Et ce dont on avait véritablement en crainte, parce que quand on travaillait avec Mme Anne-Caron de l'Église, et là, c'est dans la loi, donc je ne traduis rien, mais la crainte la plus forte, c'est de vouloir reconstruire un monde sur lequel la première pierre risque d'être retirée. Quel est le juge sur lequel on s'adosse pour pouvoir organiser le système tutélaire? On sait qu'au 1er janvier 2020, on aura un JCP, un juge des contentieux de la protection. Il y a un seul texte dans le Code de l'organisation judiciaire qui lui est consacré, enfin 2, et en fait on nous dit que ce juge remplit tous les offices du juge des tutelles. Donc on va continuer à ouvrir son code civil, et d'autres codes peut-être, et puis découvrir que le juge des tutelles existe toujours, mais non, parce que dans le Code de l'organisation judiciaire, c'est une fonction, mais ce n'est pas un juge statutaire. Mais en tout cas, on a toujours besoin d'un juge. Et en 1968, c'était véritablement un juge important. En 2007, il est maintenu. Alors, pour gagner un peu de temps, parce qu'il ne faut quand même pas abuser de l'invitation qui nous est faite, et donc, il faut dire très vite, puisque c'est la loi de 2007 dont il s'agit, la loi de 2007, il y a cette belle phrase de Pierre Catala qui m'a beaucoup guidé dans cette communication, où il nous dit que la réforme est profonde, aussi bien là où elle remodèle ce qu'elle conserve, que lorsqu'elle innove. Donc vous voyez, c'est extrêmement subtil déjà dans cette formule. La loi de 2007, eh bien, quand on se déplace en 2007, on peut retrouver encore la loi de 1968. On peut la retrouver. Mais il y a évidemment de grandes nouveautés. Et c'est vers elles d'abord qu'on va. Quelles sont les 4 grandes nouveautés de la loi de 2007 ? C'est d'abord l'anticipation. Parce qu'on a surfé sur l'anticipation en 2007, on avait les directives anticipées en 2005, on avait le mandat à effet posthume en 2006 dans la réforme des successions. En 2007, on fait le mandat de protection future. Sauf que, on le sait bien 10 ans plus tard, les Français sont des latins, et il n'est pas dans leur culture, carpe diem, d'anticiper sur les maux qui vont arriver sur eux.
On le sait bien, on n'est pas des anglo-américains, des anglo-saxons, on en parlait ce matin avec Maître Fresnel. Voilà, les Français sont attachés à l'égalité et ils croient en la loi. Allez en Chine, voyez comment on représente la France est terre des lois. Donc on a besoin de la protection, on attend tout de la loi. Néanmoins, ce mandat de protection future, l'enfance du mandat de protection future, a écrit Jean Hauser dans les Mélanges Raymond Le Guidec, c'est un très bel article. C'est une institution toute récente, elle a à peine 10 ans, elle va se développer dans notre société, elle rendra des services immenses, surtout quand on a des biens professionnels et qu'on est en famille recomposée. L'autre apport, évidemment, de la loi de 2007, c'est la protection de la personne, j'y reviendrai plus tard. Le troisième apport, c'est d'avoir créé des mesures d'accompagnement à la place des TPSA. Je n'aurai pas l'occasion d'en parler. Et le quatrième apport, c'est l'institution des MJPM. Et c'est très important, j'y reviendrai plus tard. Mais derrière ces 4 apports, là, elle innove, la loi. Cette loi, elle a profondément amélioré, je dirais presque performé, la loi de 1968. On a gardé le juge des tutelles, on a gardé la trilogie sauvegarde de justice, curatelle, tutelle. J'y reviendrai plus tard. Alors, il faut quand même dire quelques chiffres, puisque je suis venu et que je les ai portés depuis Caen jusqu'à Brest et de Brest jusqu'à Grenoble. Si on prend... je suis venu avec l'édition 2000 du Code civil pour avoir la loi de 68 et puis le Code actuel. Si on compare la loi de 68 à la loi de 2007, et on l'a beaucoup enseigné, on se dit, mais il y a tellement d'articles dans cette loi de 2007. C'est vraiment une loi extrêmement riche. Mais en fait, vous voyez, à force de le penser, à force de la connaître, cette loi, eh bien, on se trompe. Parce que quand on calcule le nombre d'articles, eh bien, on s'aperçoit que dans la loi de 68, il y avait un titre 10 et un titre 11, il y avait la tutelle des mineurs, il y avait la tutelle des majeurs, 87 articles pour la tutelle des mineurs, 88 articles pour la protection des majeurs. 87 plus 48, ça fait 135. Avec la loi du 5 mars 2007, on a un nouveau titre, la gestion du patrimoine des personnes en tutelle, mineurs majeurs. Donc on a 3 titres, titre 10, 11 et 12. Dans le titre 10, 26 articles, titre 11, 100, titre 12, 22, ce qui nous fait 148. 135 contre 148, vous voyez, on n'a pas beaucoup augmenté le nombre des articles. Mais par contre, si on les regarde les uns après les autres, on s'aperçoit qu'on a des articles plus longs et plus riches de règles. Ensuite, il ne faut pas perdre de vue, et c'est la beauté de notre matière, qu'elle est transversale. Et qu'on a des petites pépites de notre matière qui ne sont pas dans ces titres 10, 11 et 12. Et beaucoup attiré l'attention de notre groupe de travail par rapport à la mesure unique. Qu'est-ce qu'on fait de l'article 108-3 ? Sur le domicile. On n'envisage que la tutelle, on n'envisage pas la curatelle. Qu'est-ce qu'on fait de l'article 2003 du Code civil sur le mandat ? Le mandat conventionnel cesse à l'ouverture d'une tutelle. Qu'est-ce qu'on fait en curatelle ? Qu'est-ce qu'on fait dans le mandat de protection future ? Qu'est-ce qu'on fait dans l'habilitation familiale ? Pour la sauvegarde de justice, on a un texte, l'article 436. Un très beau texte aussi, l'article 2235, sur la prescription. Le temps ne court pas contre la personne en tutelle. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait en curatelle ? Qu'est-ce qu'on fait en habilitation familiale ? Qu'est-ce qu'on fait dans le mandat de protection future ? Notre droit des majeurs protégés n'est pas seulement dans le droit des personnes, tu l'as dit tout à l'heure, il est aussi dans le droit des contrats. Et on a l'ordonnance du 10 février 2016 et la loi de ratification du 20 avril 2018, ces nouvelles articles 1128 qui nous rappellent bien que la capacité de contracter est l'une des 3 conditions de fond de validité du contrat. Donc on a un droit des majeurs protégés, vous voyez, qui est toujours conceptuellement aussi riche et qui évolue quand même. Alors, quand je croise toutes ces dates et que je me déplace dans le temps, eh bien finalement la problématique, elle est celle-ci. Quels sont les traits saillants de la loi du 5 mars 2007 ? J'ai envie de dire, qu'est-ce qui nous reste de la loi du 5 mars 2007 et auquel il ne faut pas renoncer, auquel finalement qu'il ne faudra pas abandonner dans les réformes à venir. Alors d'abord, il y a l'axe de la norme,
Et je dirais que la loi de 2007, elle est un perfectionnement normatif. Et puis ensuite, la loi de 2007, eh ben voilà, elle a commencé à être critiquée, et on est plutôt sur l'axe du temps. Est-ce que la loi de 2007 souffrirait d'un vieillissement hâtif? Voilà. D'où l'accélération du temps, d'où l'heure du bilan, cher Michel. Maintenant, parce que la loi de 2007 était en danger. Alors, commençons d'abord par le perfectionnement normatif. Perfectionner un ensemble de normes, c'est quoi? C'est d'abord combler des lacunes, c'est ensuite compléter des normes. Combler les lacunes d'abord. Comment la loi de 2007 a-t-elle comblé les lacunes? L'essentiel, en très peu de mots, c'est la protection de la personne. Nous avions, et ça aurait pu m'occuper toute ma communication, nous avions au XIXe siècle un petit débat, c'était l'époque où on se répondait par traité interposé, à 3-4 ans d'écart. Et il y a un débat normo-normand entre Marcadet et de Molomba. Marcadet à Rouen, grand avocat qui nous a laissé un traité élémentaire de droit civil, qui considérait que l'interdit judiciaire ne pouvait plus passer le moindre des contrats, qu'il était vraiment chassé de la scène juridique, qu'on ne pouvait plus le prendre au sérieux, qu'il n'avait plus aucun crédit. C'était la mort civile, comme nous le rappelle souvent Muriel Rebourg. Et à l'opposé, à Caen, de l'autre côté de la Seine, de Molomba. Et de Molombe qui nous dit, il est avocat, bâtonnier, de Molombe qui nous dit, mais c'est une mesure de protection. Je pense que c'est de Molombe qui a créé le concept de majeur protégé, même s'il n'y a pas le mot. C'est une mesure de protection, ce n'est pas une mesure de sanction. Ce n'est pas du droit pénal, c'est du droit civil. Et donc, il faut à chaque fois que la personne est saine d'esprit, eh bien qu'elle puisse passer des actes juridiques, reconnaître un enfant, se marier, conclure un contrat de mariage, tester. Et voilà que cette opposition entre Marcadet et de Molombe a été arbitrée par le doyen Carbonnier en 1968, par 2 textes, l'un sur le mariage, l'autre sur le testament. Et qui croyez-vous gagna? Qui croyez-vous gagna? J'aime bien dire 1-1, un pour de Molombe, un pour Marcadet, mais j'en suis pas sûr, vous allez voir. En tutelle, on ne pouvait plus tester. Là, on pose une incapacité de jouissance que la loi de 2007 va soulever. Et puis pour le mariage, on peut se marier, oui, mais il y a beaucoup de conditions. Il fallait peut-être même instituer un conseil de famille dans la loi de 68. Donc c'est plutôt 1,5 pour Marcadet et 0,5, un demi-point seulement pour de Molombe. Et peut-être que la loi de 2019, vous voyez, tout doucement, on y vient. Voilà, vient de dire 1-1. Voilà. Donc finalement, il y a des évolutions, mais tout cela était très prévisible depuis longtemps. Alors la loi de 2007 prend une hauteur extraordinaire sur la protection de la personne, puisqu'on ne s'arrête pas à ces 2 traits saillants que sont le mariage et le testament. La protection de la personne, elle se fait dans 2 axes. Le droit processuel, le droit substantiel. Le droit processuel, d'abord, c'est la suppression de la saisine d'office. Et ça a changé énormément de choses. Il y a eu un ralentissement de la mise en œuvre d'une mesure de protection juridique. Songez qu'autrefois, on passait un coup de fil au greffier, le juge prenait quelques heures en fin de journée, et puis voilà, il se saisissait d'office. En cas d'urgence, c'était véritablement une très bonne procédure, et je regrette qu'on ne l'ait pas gardée au moins pour l'urgence. Mais pour la protection de la personne, il faut quand même le reconnaître, c'est un avantage. Ensuite, il y a la durée. Là où la loi de 2007 a véritablement créé en droit processuel une amélioration, un net progrès, c'est que toute mesure de protection juridique doit être révisée. 5, 10, 20 ans, comme disait le professeur Jean Hausor, on peut revoir les délais par rapport aux contraintes de moyens. Mais on ne peut plus dire qu'on ouvre une mesure de protection juridique sans s'obliger à y revenir. Le droit à l'accès au juge d'abord, et puis le droit à l'expertise devant un juge ensuite, est véritablement un droit aussi fondamental que celui de se marier ou de voter. En droit substantiel, ensuite, eh bien, vous avez les articles 457-1 à 463. Et c'est véritablement un droit commun de la protection de la personne. La mesure unique, elle est d'abord là, elle existait déjà dans la loi de 2007, dans la protection de la personne. Parce que ces articles 457-1 à 463, les effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne, ce n'est pas seulement
pour la curatelle et la tutelle. C'est aussi pour la sauvegarde de justice, on a un renvoi, article 438. C'est aussi pour le mandat de protection future, on a un renvoi, l'article 479. C'est aussi pour l'habilitation familiale, on a un renvoi, l'article 494-6. On a un droit commun de la protection de la personne, avec une gradation. Quand la personne est saine d'esprit, c'est elle qui parle, c'est elle qui décide. De Molombe, tu es avec nous. Mais oui, dans cet article 459, alinéa 1er. Et puis le juge saura, avec quelques éléments, quand il y a un besoin d'assistance ou un besoin de représentation. Le problème, c'est qu'il faut lire le jugement. Nous reviendrons plus tard sur cette difficulté. En droit substantiel, en quoi il y a eu véritablement un apport? Eh bien, c'est que la personne est prise au sérieux. Voilà. Et là, on a vraiment comblé une lacune, je le pense. Ensuite, compléter les mesures. Alors là, c'est un peu plus subtil. Je vais plus vite. Il y a la protection des biens et il y a la probité. La protection des biens. Je pense que la loi de 2007 est allée très loin. Alors, bien sûr, on l'a critiquée avec les décrets d'application, le décret du 22 décembre 2008. Le professeur Jean Hauser nous disait c'est la première fois qu'on met un tableau dans le Code civil. Mais quand même, ce tableau, il nous rend beaucoup de services. Sans doute, le temps est venu de le réécrire. On aimerait bien le réécrire. Il y a eu un colloque à Dauphine pour le réécrire, mais bon, on ne s'est pas revu pour après reprendre la copie. C'est du travail d'écrire les textes. Mais en tout cas, on a aujourd'hui des actes d'administration, des actes de disposition, avec des listes, avec des définitions. C'est les restes qui peuvent nous poser difficulté. Les actes interdits. Alors, sincèrement, tout ce qu'on a comme illustration des actes interdits sont à revoir. Je pense surtout aux mineurs à l'article 387-2. L'acte urgent et l'acte conservatoire et l'acte de la vie courante. Est-ce qu'il faut 3 catégories pour ces actes-là, alors qu'en pratique, véritablement, ils sont assez peu sollicités? En tout cas, véritablement, là, la loi de 2007 a fait un grand pas en avant. La probité. Je suis très attaché au principe de probité et je trouve que la loi de 2007 a été véritablement très utile. Mais les concepts étaient déjà là dès 1804. L'opposition d'intérêt, c'est l'article 420 du Code Napoléon. Voyez-le, dès la tutelle, en 1804, repose sur la défiance. Et en cas d'opposition d'intérêt, il faut que le tuteur se fasse remplacer. Sauf qu'on a été beaucoup plus loin, on en parlait hier avec Maître Fresnel, l'article 455 du Code civil. C'est bien que les praticiens mobilisent cet article 455, même s'il ne nous dit pas tout, puisque la loi est un peu idéaliste. Elle nous dit, attention, s'il y a opposition d'intérêt, il faut que la personne en charge de la protection se fasse remplacer. Oui, mais que se passe-t-il s'il a franchi la ligne jaune? Quelle est la sanction? On a attendu, la jurisprudence, Ingrid nous en parlera peut-être plus tard. Voilà sur, finalement, ce que je voulais vous montrer en nous déplaçant dans le temps, sur cet axe normatif. Vous voyez que la loi de 2007 est allée très loin, c'est vraiment du très beau droit civil. Ce n'est pas un droit civil qui nous bloque, ce n'est pas un droit civil qui nous asphyxie, nous universitaires. J'espère que les praticiens, véritablement, trouvent dans ce beau droit civil les moyens d'exercer leur métier. Cette loi de 2007 souffrirait-elle d'un vieillissement hâtif? Il me reste quoi, Monsieur le Président? 5 minutes? 15 minutes. Ah, 15 minutes. Vous êtes vraiment charmant. Mais je vais prendre un peu moins pour qu'on puisse discuter, hein, Ingrid. On coupe la poire en deux. Je suis normand. Vieillissement hâtif. Est-ce que la loi de 2007 souffrirait d'un vieillissement hâtif? Voilà. Est-ce qu'elle serait déjà une très vieille loi? Il faut vous souvenir que la loi de 2007, elle a commencé à être pensée dès 1991. Le professeur Jean Hauser nous racontait, Thierry Verred aussi, Thierry Fossy aussi, qu'ils ont eu des réunions à la chancellerie dès 1991. C'est une loi qui a été pensée pendant 16 ans. Donc en fait, quand elle est arrivée en 2007, elle était peut-être un peu vieille déjà. Peut-être parce qu'en fait, c'était la loi de 68 qu'on voulait améliorer. Et donc on n'avait peut-être pas senti bien une certaine évolution du droit international. La CIDPH, la Convention internationale du droit des personnes handicapées, a été quand même signée le 13 décembre 2006. Donc tout ça s'est fait bien après la loi de 2007. On ne s'est jamais dit le 5 mars 2007, oui mais la CIDPH, non, on l'a découverte bien après, hein, en 2014. Donc du coup, on se dit vieillissement hâtif, pourquoi pas? Eh bien non, pas du tout. Je ne le pense pas qu'il y ait un vieillissement hâtif. Néanmoins, il y a peut-être un certain nombre de points qui mériteraient d'être améliorés. Et pourtant, moi j'étais partisan de ceux
grâce à Benoît Hérault, j'ai pu écrire un texte sur ce point. Je pense qu'il y a dans cette loi de 2007 le moyen de réinterpréter la loi à la lumière de la CIDPH plutôt que de la réécrire. Mais bon, ça, vous savez, c'est la subtilité des universitaires, ça suffit peut-être pas assez pour satisfaire tout le monde. Agissez, légiférez, nous dit-on. Le professeur Hugues Fluchiron nous l'a dit, parfois il faut un électrochoc, il faut une nouvelle loi, vous vous souvenez, c'était ce très beau séminaire. Il y a dans cette loi de 2007 un mot sur lequel on s'est assez peu arrêté, c'est le mot autonomie. L'article 415 alinéa 3, quand même, je trouve que c'est beaucoup d'audace. Alinéa 3, oui, il faut sauvegarder dans la mesure l'autonomie de la personne protégée. Et comment vous les protégez en sauvegardant l'autonomie ou en essayant de promouvoir l'autonomie ? L'accompagnement, c'est l'accompagnement, le trait d'union entre les deux. On a eu beau s'en faire des gorges chaudes en disant oui, mais l'accompagnement est-il juridique, est-il social ? On ergote sur tout son régime juridique, très bien, mais l'accompagnement est là en fait, il est sous-jacent dans cette loi de 2007. Mais si vous voulez, derrière tout cela, il y a quand même deux pans qui méritent d'être améliorés. Le premier, c'est qu'il faut moins infantiliser les personnes protégées. Et le deuxième, c'est qu'il faut mieux professionnaliser. Moins infantiliser, on l'a vu, et c'est ça qu'il y a dans cette loi du 23 mars 2019, qui vient juste ajuster, qui vient juste aller un peu plus loin encore dans cette loi du 5 mars 2007, qui était, je le pense, peut-être un peu trop conservatrice par rapport à la loi de 68. Sur le droit de vote, très beau texte, on se le disait souvent avec Jean-Marie Plazy. Il n'y a pas plus beau texte que l'article L5 du Code électoral, parce que c'était véritablement l'individualisation. On retire le droit de vote lorsque la personne ne peut plus l'exercer. Le problème, c'est qu'on a eu les chiffres à la chancellerie. Bon, les chiffres, évidemment, ils sont souvent très circonstanciés, vous nous l'avez rappelé hier, Madame l'avocate générale, puisqu'ils ont été donnés sur la période juste d'un mois, en octobre 2015. Et donc, on a appris que sur les jugements d'octobre 2015, sur toute la France, 82% des juges des tutelles avaient retiré aux personnes en tutelle leur droit de vote. Bon, après, c'est vrai que le nombre entier fait un peu peur. 275 000 personnes qui ont été privées de leur droit de vote en 10 ans, on va trop loin. Donc, il y a eu peut-être trop de précautions. Et en fait, moins infantilisé, c'est ça. C'est aussi notre époque qui n'accepte pas le risque. Et donc, on se dit, une personne protégée, il ne faut pas de risque. Il ne faut pas de risque. Il faut un peu qu'elle vive dans un tube de verre. Pas de risque. Oui, mais quand on ne veut pas de risque, on infantilise. Et on infantilise pour le droit de vote, on infantilise pour le mariage, on infantilise pour le logement, on infantilise pour les comptes bancaires. Et donc ici, il faut peut-être placer la protection là où elle doit être. La protection, c'est juste pour éviter les abus d'autrui et faire de l'accompagnement soi-même ou avec des réseaux professionnels pour que la personne retrouve une certaine autonomie. Voilà, c'est ça, c'est pas plus compliqué que cela. Et il faut sécuriser un certain nombre d'actes juridiques par devant notaire. Donc, on pourrait, et on en reparlera sans doute au cours de la journée, revenir sur cet article L5 du Code électoral qui était abrogé, mais il y a tous les autres textes derrière, parce que va-t-il se passer lorsque une personne va entrer dans l'isoloir avec quelqu'un d'autre ? Les procurations. Voilà, on sent poindre les abus. Mais, comme disait souvent le doyen Carbonnier, est-ce qu'on fait un texte par rapport juste à quelques... est-ce qu'on plante un arbre en ayant peur de quelques branches mortes ? Non. Voilà. Il y a toujours quelques abus. Il ne faut pas toujours penser à un texte parce qu'il va créer des abus. Sans doute, il y a des effets pervers. Parfois, il faut prendre le risque d'un nouveau texte. Le mariage, je ne suis pas sûr que le nouveau dispositif soit serait satisfaisant. Enfin, du moins, vous verrez dans les semaines prochaines que j'ai été un peu critique. Mais bon, passons. N'y revenons pas. Je suis beaucoup plus attaché au deuxième thème, parce que mieux professionnaliser, c'est là que la loi de 2007 n'est pas allée assez loin. Il y avait dans cette loi de 2007, et je le regrette beaucoup, le refus de distinguer entre le protecteur familial et le protecteur professionnel. Pas à un seul moment, vous n'avez des textes qui donnent plus de pouvoir aux professionnels qu'aux familles. Alors qu'on demande aux professionnels de suivre une formation, de contracter une assurance, de rendre des comptes, des prêts de serment quand même. Donc quand on est professionnel, on ne va pas jouer sa
peut-être pas sa carrière, je ne sais pas, pourquoi pas, mais on va pas jouer en tout cas sa réputation, son gagne-pain sur des décisions qui ne seraient pas sécurisées. Et je trouve que pour gagner du temps, on aurait dû renverser un certain nombre d'autorisations en obligation de rendre compte. Voilà. On a refusé de le faire. La curatelle et la tutelle d'État ont été abandonnées. Et à chaque fois, on traite le tuteur, le curateur, sans se poser la question, c'est un membre de la famille ou c'est un professionnel. On a fait tous ces textes nouveaux dans la loi de 2007 avec beaucoup plus d'exigences techniques, puisqu'il a fallu tout ce qui se forme au droit, les MJPM, clairement. Les actes d'administration, les actes de disposition, il a fallu véritablement qu'ils épaississent leur connaissance de droit, évidemment. Et on n'a pas pensé aux familles pour lesquelles c'était trop difficile. Est arrivée l'habilitation familiale, mais ce qu'on voit bien, c'est qu'on devrait avoir deux droits, un droit professionnel et un droit des familles. On pourrait simplifier tout cela. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit toutes les mesures, sauvegarde de justice, médicale ou judiciaire, avec ou sans mandataire, on fait déjà 4. Curatelle simple renforcée, 6. Tutelle limitée à la personne au bien, ça en fait 8. L'habilitation familiale simple ou générale, par assistance ou par représentation. Le mandat de protection future, notarié ou sous seing privé. On arrive, quand on fait des tableaux avec les étudiants, à 14 ou 15 colonnes. Est-ce que c'est sérieux ? Nous, on est contents, ça nous fait une discipline. Mais, et puis pour les MJPM, on fait des cours, on est très contents. Mais pour les familles, ça ne va pas du tout. Donc on voit bien que si on voulait professionnaliser, il fallait l'accepter et il fallait aller beaucoup plus loin. Et c'est ça qu'on n'a pas fait. On s'est arrêté au milieu du gué. On n'a toujours pas aujourd'hui de répertoire des MJPM. On ne sait pas aujourd'hui qui sont les MJPM. Moi, je trouve que c'est quand même... On faisait le colloque à Brest avec Muriel Rebourg, et on voulait savoir s'il y avait des individuels. On écrit à la DDCS du Finistère, et ils nous disent « Allez sur le site de la Chambre nationale des MJPM ». Mais je dis « Mais j'écris au service du préfet, j'écris au service de l'État. Ne me demandez pas d'aller voir la Chambre nationale des MJPM pour inventorier les MJPM qui ont été agréés par vos services. Donc c'est quand même pas normal que l'État ne retrouve pas ses petits. Donc quand est-ce qu'on va faire un répertoire des MJPM ? Les incompatibilités, quand est-ce qu'on va les poser ? Sans doute, peut-être, elles vont arriver. On a peut-être une fenêtre avec la loi autonomie. Mais on ne peut pas être banquier le matin et MJPM l'après-midi, ou ouvrir un magasin de pompes funèbres le matin et puis MJPM l'après-midi. Et aujourd'hui, rien ne l'interdit. Et quand on en parle aux parlementaires, ils nous disent « liberté d'établissement de la profession ». La déontologie, le remplacement, les solidarités, tous les professionnels de cette salle savent combien le statut de MJPM n'est pas achevé. Et pourtant, la loi de 2007, vous voyez, eh bien, elle nous faisait une très belle promesse. Une très belle promesse à l'heure du bilan qui n'est pas complètement réalisée, et il serait peut-être temps d'être fidèle à la loi de 2007. La conclusion vous appartient. J'ai parlé trop longuement. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Gilles pour cette très belle intervention qui révèle une maîtrise parfaite du droit positif. Merci aussi pour cette mise en perspective historique qui était effectivement non seulement utile mais indispensable. Je donne tout de suite la parole au professeur Ingrid Maria pour nous présenter l'application qui a été faite de la loi de 2007 par la jurisprudence. Bien. Alors, oui, effectivement, l'intitulé du propos initial était « Analyse de la loi sous l'angle de la jurisprudence et de la pratique ». Alors, je me suis rapidement rendu compte, et c'est ce que j'avais dit à Brest, que j'allais en fait surtout parler de jurisprudence, parce qu'évidemment, je ne suis pas praticienne, et que surtout, par la suite, on aura la table ronde avec les regards des expérimentés, des praticiens. Donc, je laisserai les experts faire un retour plus complet sur ce point. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je suis plutôt une observatrice de la jurisprudence, parce que depuis 10 ans, enfin presque 10 ans, depuis septembre 2009, je suis en charge de la chronique des personnes protégées à la revue Droit de la famille.
J'ai actualisé, moi, ma photo, quand même. Je suis un petit peu plus vieille sur la photo. Ça me semble plus proche de la réalité. Vous pourrez le constater. En revanche, qui dit jurisprudence ne dit pas contentieux. Là, je m'adresse aux magistrats qui sont dans la salle, puisque vous êtes nombreuses, et j'étais très contente, je dis nombreuses, parce que je crois qu'il n'y a que des femmes, à vous inscrire. Voilà, c'est évidemment pas une vision très réelle de ce qui se dégage devant les juridictions, notamment de premier degré, ce dont je vais parler ici, puisque c'est essentiellement la jurisprudence de la Cour de cassation. Donc évidemment, c'est la partie immergée de l'iceberg. Mais il y a déjà fort à faire, on l'a dit tout à l'heure, avec ce que nous dit la haute juridiction judiciaire, parce qu'elle est particulièrement prolixe ces dernières années. Alors je mentionnerai quand même à la marge la pratique des acteurs du terrain au travers des différents bilans d'application, et puis les praticiens dans la salle et ceux qu'on aura à la table ronde, eux réagiront pour nous dire que si ce qui a été traduit dans les différents rapports est bien conforme selon vous à votre réalité, notamment quotidienne. Évidemment, je ferai référence au rapport de la Cour des comptes, au rapport du défenseur des droits. Alors la jurisprudence, il faut la connaître, parce qu'évidemment, c'est la jurisprudence et même plutôt le contentieux, pour moi, qui fait vivre concrètement le dispositif législatif. C'est le droit vivant. Je n'aborderai que quelques points, faute de temps, peut-être les points qui ont été les plus sensibles. Il n'y aura évidemment donc aucune exhaustivité. Et ce prisme adopté par la jurisprudence, le prisme de la jurisprudence, va peut-être permettre de déterminer si c'est la loi le problème, puisque c'est ce qu'on nous a dit de l'extérieur sur la scène internationale, ou si c'est plutôt sa mise en application qui suscite des difficultés. Le Comité des droits de l'homme à l'ONU a fustigé notre droit. Nous l'avons donc déjà fait évoluer. Mais est-ce que c'était bien notre droit le problème, ou est-ce que c'est finalement sa mise en application ? Donc, mon propos sera d'interroger cette problématique-là en essayant de voir les lacunes éventuelles de la loi dans un premier temps, et ensuite de voir si ce n'est pas plutôt un problème de mise en application, de pratiques qui seraient défaillantes. Alors, est-ce que la loi de 2007, mais Gilles en a déjà beaucoup dit, était lacunaire ? Alors moi, ce sera toujours au travers de la lorgnette de la jurisprudence de la Cour de cassation et à la marge, la lecture des différents bilans d'application. Alors, l'étude de la jurisprudence et la lecture de ces bilans mettent en exergue, alors pas des lacunes peut-être, parce que c'est un peu fort, je trouve, quelques défaillances ou quelques difficultés d'application de la loi. Certaines de ces difficultés ont été comblées, d'autres non, parce que manifestement, elles ne pouvaient l'être que par voie législative. Donc, les lacunes comblées d'abord, les lacunes persistantes ensuite. Alors, concernant les lacunes qui ont été comblées, alors évidemment là, la jurisprudence retrouve son rôle premier, qui est d'abord d'interpréter la loi et donc nécessairement de compléter les textes. Il n'y a que grâce à la jurisprudence et au contentieux qu'on peut évidemment saisir toute l'ampleur de ce qu'un texte recèle. Alors, sur cet aspect complémentaire de la loi, on peut citer plusieurs illustrations, ce ne sont que des illustrations. La jurisprudence a permis d'abord de déterminer avec plus de précision les contours de la catégorie des actes strictement personnels qui sont abordés dans l'article 458, texte qui a été aussi bien critiqué, notamment par le professeur Salvage Jureste qui était et qui est toujours grenobloise. Elle a permis, et Gilles l'a dit tout à l'heure, d'apporter des précisions sur la sanction de l'opposition d'intérêt, parce que l'article 455 aborde le conflit d'intérêt, mais sans aborder la question de la sanction. Et finalement, on aurait pu imaginer qu'il y avait des doutes autour de cette sanction. Elle a encore apporté des précisions sur les conditions de recevabilité de la requête et puis sur les annulations de mariage passées par des majeurs protégés. Alors, concernant les actes strictement personnels, même si je vais aller assez vite, mais au moins le PowerPoint vous indique les grandes décisions à retenir, nous avons eu évidemment le premier arrêt, c'est l'arrêt du 6 novembre 2013 rendu par la première chambre civile, qui nous a précisé que l'appel d'une décision du juge des enfants qui restreignait
restreignait l'exercice du droit de visite, enfin c'était le droit de visite là, des droits de l'autorité parentale, la majeure protégée, entrait dans cette catégorie des actes strictement personnels. La question pouvait se poser parce qu'effectivement, le décret du 22 décembre 2008 auquel Gilles a fait référence classe aussi les actions en justice. Donc, quand on fait appel, est-ce qu'on se situe, on prend le décret, est-ce qu'on prend la qualification d'action en justice ou est-ce qu'on va sur l'article 458 en regardant le droit qui est porté par l'action et par conséquent, on dit c'est un droit personnel, donc l'action est strictement personnelle. C'est ce qu'a fait la Cour de cassation. Donc c'est évidemment une précision qui était fort utile sur ce point. Deuxième arrêt de décembre 2015, qu'il a abouti à des conséquences plus désastreuses, il me semble. Là, c'est la possibilité de demander au juge l'autorisation de se marier. Bon, la question ne se posera plus dorénavant, avec la loi de programmation, puisqu'il n'y aura plus d'autorisation de mariage délivrée par le juge des tutelles ou le juge des contentieux de la protection, je ne sais pas ce qu'il faut dire désormais. Là, dans cet arrêt du 2 décembre 2015, la Cour de cassation nous explique que, comme il s'agit le droit au mariage d'un droit strictement personnel, finalement, eh bien, c'est un droit strictement personnel que celui d'aller demander l'autorisation au juge de se marier. Donc, ce n'est pas au protecteur à agir, mais bien au majeur protégé pour demander l'autorisation. Ensuite, sur la sanction d'opposition d'intérêt, c'est un arrêt du 5 octobre 2017 de la 3e chambre civile, qui n'a pas été publié et pourtant il est riche d'apports. Je vous le disais, on se doutait que l'acte qui serait passé en dépassant la ligne jaune, je crois, tu as dit tout à l'heure, donc en opposition d'intérêt serait nul, on s'en doutait un petit peu, mais après quel type de nullité? Est-ce qu'il s'agit d'une nullité de droit? Est-ce qu'il s'agit d'une nullité absolue? L'article 455 fait référence à tout intéressé, donc on aurait pu penser que ce serait une nullité absolue. Non, moi, je trouvais ça très logique. On opte pour une nullité relative. Donc, la Cour de cassation est là encore assez précieuse dans son apport. Concernant maintenant la recevabilité de la requête, j'ai choisi de mettre un arrêt récent qui nous expose que si on a un article dans le Code de procédure civile qui indique que la requête doit évidemment comporter tous les éléments venant au soutien du placement en mesure de protection. La question se posait de savoir s'il fallait vraiment que les faits apparaissent dans la requête ou si on pouvait joindre un document, ce qu'avait fait le parquet en l'espèce, plusieurs documents qui démontraient cette nécessité de placer en mesure de protection. La Cour de cassation dit que c'est suffisant d'annexer. Enfin, arrêt que j'aime beaucoup, je le cite toujours, je l'attendais cet arrêt quand je voyais plusieurs arrêts de cour d'appel qui me paraissaient juridiquement pas très fondés, avec des mélanges sur l'absence de consentement, le vice de consentement au mariage, alors qu'on explique bien à nos étudiants que c'est pas du tout la même sanction, nullité absolue dans un cas, nullité relative dans l'autre. Et là, la Cour de cassation apporte un éclairage qui n'est pas négligeable, parce qu'effectivement, on a l'article 182 du Code qui prévoit quelle est la sanction quand on ne respecte pas les règles à propos de l'autorisation du mariage pour les mineurs, mais pour les majeurs, on n'a pas la même disposition. Et la Cour de cassation fait une leçon au juge du fond, d'ailleurs, ce n'est pas un arrêt de cassation, c'est juste une substitution de motif, en expliquant bien, vous avez le défaut de consentement, c'est l'article 146, et puis vous avez le défaut d'autorisation, ce n'est pas la même chose. Voilà, donc c'est vraiment un arrêt qui est très important et puis très universitaire, pour le coup, très didactique. Alors, au-delà de ça, la jurisprudence a permis de résoudre un certain nombre de difficultés, à mon sens, que posait la loi du 5 mars 2005. Alors, difficultés relatives au certificat médical circonstancié pour ouvrir la mesure, au certificat médical pour renouveler la mesure, et à l'articulation entre mandat de protection future et mesure judiciaire. Concernant d'abord le certificat médical circonstancié pour ouvrir la mesure. Alors oui, là, il y a un petit problème effectivement de compatibilité. Je vois qu'il me disait qu'il ne voulait pas mettre sur la clé le format. Donc, je suis désolée, c'est un peu tassé en haut, c'est pas très grave.
C'est à peu près lisible. On sait tous évidemment qu'il faut un certificat médical circonstancié qui doit remplir certaines mentions, telles que l'exige l'article 431 du Code civil et l'article 1218 du Code de procédure civile, et que ce certificat médical est exigé à peine d'irrecevabilité. Très rapidement, on a eu la problématique qui a été portée par une affaire fort connue, on va dire les choses comme cela, du certificat médical de carence. Que fait-on de la personne qui ne veut pas se faire examiner? La Cour de cassation a rendu son arrêt le 29 juin 2011 en disant ça ne suffit pas. Sinon, ça reviendrait, et je me souviens d'une discussion qu'on avait eue à Paris avec Florence Fresnel à cette époque, qui était un petit peu en colère en disant on a besoin que le juge s'autosaisisse pour protéger les personnes quand elles en ont besoin. Mais c'était justement là tout l'esprit, comme l'a rappelé Gilles, de la loi du 5 mars 2007, protéger la personne, mais pas protéger contre elle, contre sa volonté. Donc, normal, la Cour de cassation dit non, si on a un certificat médical qui dit qu'il ne veut pas se faire examiner, on ne peut pas ouvrir la mesure. Mais des juges du fond avaient œuvré pour que cette jurisprudence évolue. Et on en est arrivé à l'arrêt du 20 avril 2017 qui nous a dit, certes, on ne peut pas ouvrir la mesure si on n'a que le certificat médical de carence, mais on peut se servir de ce certificat de carence en ajoutant des éléments médicaux. Donc par contre, il faut un dossier médical et des éléments médicaux. Donc si on souffre d'un syndrome de Diogène et qu'on a les voisins qui attestent que chez la personne, c'est l'horreur absolue, c'est limite insalubre le logement, ça ne suffira pas. Voilà pour la première précision importante. Deuxième précision, et là, ça fait partie des revirements de jurisprudence que nous avons eus, et heureusement, j'ai envie de dire. Certificat donc pour renouveler la mesure. Nous avions eu un arrêt le 10 octobre 2012 qui m'avait quelque peu heurté, et je ne pense que je n'étais pas la seule, qui nous expliquait que si le certificat médical ne disait pas clairement qu'il fallait renouveler pour telle durée, telle mesure de protection, ça n'était pas un certificat médical conforme au sens des textes. Donc la Cour de cassation avait cassé, c'était un jugement, un jugement, je pense, du TI de Saint-Étienne, et qui, effectivement, ne faisait pas référence au certificat médical sur la durée de la mesure. Donc, c'était vraiment un certificat médical qui disait qu'il y avait une altération des facultés irréversible, voilà, selon les données acquises de la science. Mais le certificat médical ne mentionnait pas qu'il fallait que la mesure soit pour telle ou telle durée. Donc, c'était au médecin à préciser, enfin, moi j'avais compris ça, la durée de la mesure. Donc, il me semblait que ça relevait de l'office du juge. Voilà, alors, arrêt assez surprenant et qui a été repris, mais en catimini en 2000. Alors, non, c'est effectivement en 2016, on avait déjà un sentiment de changement, puisqu'on avait un renouvellement de tutelle, alors qu'il n'y avait pas eu de référence faite à la durée dans le certificat. Et puis, c'est avec l'un des arrêts, l'un des nombreux arrêts, parce qu'il n'y a pas que la Cour de cassation qui a rendu des décisions dans l'affaire Lambert, le 8 décembre 2016, qui nous dit très clairement l'avis conforme ne concerne pas la durée de la mesure, laquelle relève de l'office du juge. Ouf, nous sommes rassurés. Ensuite, dernier point sur lequel la jurisprudence a apporté des précisions fort utiles, il me semble, et là, la loi de programmation s'inspire de ce qui a été apporté par la jurisprudence, me semble-t-il. On pourra peut-être y revenir dessus. On avait des difficultés à coordonner l'article 428 et l'article 483 du Code civil, puisque l'article 428 pose le principe de subsidiarité et nous dit que le juge doit notamment prendre en compte s'il y a un mandat de protection future conclu. Le texte nous dit toujours, jusqu'à l'année prochaine, normalement. L'article 483 nous dit que le juge peut, lorsqu'il ouvre une mesure de curatelle ou de tutelle, mettre fin au mandat mis à exécution. Donc vous voyez, d'un côté, on a le mandat conclu, de l'autre, on a le mandat mis à exécution. Et la Cour de cassation, dans ses premiers arrêts où elle a été confrontée au mandat de protection future, alors qu'on était déjà en cours d'instruction d'une mesure de protection judiciaire, a dit, 483 deuxièmement, si j'ouvre une mesure, je mets fin au mandat, alors qu'il s'agissait là de mandat simplement
conclus, qui n'avaient été même pas mis à exécution, et pour cause, c'était des mandats qui avaient été pris tardivement, au cours de la mesure, probablement sous l'influence de la personne qui voulait être nommée protecteur de manière générale. Voilà, donc elle nous dit ça le 12 janvier 2011. Alors là, la doctrine commence à dire, mais on ne respecte pas du tout le principe de subsidiarité. S'il y a un mandat de protection future, pourquoi on ne le respecte pas? Bon. 2011, elle nous dit ça. Premier arrêt donc, sur le mandat de protection future. Elle réitère dans un arrêt de 2013, mais qui est passé un peu inaperçu, inédit, parce que l'apport était plus important sur un autre point. Et puis, bien sûr, on a eu notre bel arrêt du 4 janvier 2017, qui nous a rassurés là aussi, et qui, alors peut-être sous la pression des magistrats du fond quand même, parce que je me souviens de la Cour d'appel de Paris, qui avait plusieurs fois mis en avant des mandats de protection future. Je ne parle même pas de la Cour d'appel de Douai, évidemment. La Cour de cassation, donc, nous a dit que c'était pas effectivement systématique et a bien fait la distinction entre les mandats conclus et les mandats mis à exécution. Ce ne sont que les mandats mis à exécution que le juge peut arrêter, mettre fin à ce mandat lorsqu'il ouvre une mesure de protection judiciaire. Et ça, je vous le disais, la loi de programmation revient sur les formulations et je trouve que c'est heureux, même si, du coup, ça favorisera peut-être pas la prise en compte des mandats de protection future. Je n'en sais rien. À voir, et on attendra peut-être le retour des notaires sur ce point. Voilà pour les lacunes comblées. Concernant les lacunes persistantes, eh bien, on a cette double injonction dont Gilles a parlé, en parlant de l'autonomie. Il faut respecter l'autonomie, mais il faut aussi penser à l'intérêt du majeur. Ok, alors souvent, les deux sont en contradiction manifeste. Et ça, la jurisprudence ne peut pas toujours œuvrer pour trouver toutes les solutions. On a aussi parfois une lettre du texte qui dessert peut-être l'esprit de la loi. On a tout le problème, on le sait évidemment, du manque de moyens financiers. Et ça, un arrêt du Conseil d'État nous le montre cruellement, je trouve, assez récent. Et enfin, je dirais 2 mots sur les droits et libertés fondamentaux non respectés. Alors, concernant la contradiction des injonctions, d'abord. Alors, les espèces sont variables. On a quand même le sentiment, enfin moi personnellement j'ai le sentiment en voyant que ce que fait la Cour de cassation et quelques arrêts de cour d'appel, je n'ai pas accès à tous les arrêts de cour d'appel, que notre vision peut-être trop paternaliste fait qu'en France on a tendance à privilégier l'intérêt du majeur protégé, l'intérêt de la personne protégée lorsque celui-ci va à l'encontre de sa volonté. Alors je vous ai mis 2 arrêts. L'arrêt de la première chambre civile du 5 décembre 2012, qui montre là pour le coup que la Cour de cassation rappelle que la volonté du majeur doit être prise en considération. C'était un majeur qui voulait que ce soit sa nièce qui soit désignée protecteur et les magistrats du fond ont choisi de nommer un MJPM et la Cour de cassation dit ben non, il faut expliquer pourquoi la nièce, c'est pas possible. Enfin, voilà. En plus du principe de priorité familiale, c'est bon, voilà. Civile première ensuite, 15 novembre 2017. Là, c'était des schémas qu'on connaît bien, des enfants d'une première union, je ne sais plus si c'était, en tout cas d'un premier lit, qui voulaient contester la volonté de leur père de se marier avec sa compagne. Et pourtant, leur père avait eu un enfant avec cette compagne, il vivait avec elle depuis, je crois, 19 ans. Alors voilà, a priori, ce n'était pas un truc comme ça, un projet complètement loufoque. Et là aussi, la Cour de cassation rappelle qu'il faut prendre en considération la volonté du majeur protégé, évidemment. Mais c'est plutôt les juges du fond, l'impression qu'il y a une certaine réticence, l'absence de prise de risque, peut-être. Mais cette volonté n'est pas toute puissante. Et cet arrêt de la CEDH, il est très important, l'arrêt du 23 mars 2017, même s'il a été rendu contre la Finlande, parce qu'on nous dit toujours les droits de l'homme, le rapport du défenseur des droits, c'est attention, il faut respecter les droits et libertés fondamentaux. Alors je crois que la CEDH, normalement, est un héros des droits de l'homme, me semble-t-il. Et cet arrêt est assez surprenant, mais on sait que la CEDH juge de manière très circonstanciée, selon le cas d'espèce, puisqu'il s'agissait d'un jeune homme qui avait été placé sous une mesure de protection
Et il n'était pas satisfait du protecteur qui lui avait été désigné parce que ce protecteur n'était pas d'accord avec le lieu de résidence que lui voulait avoir. Alors il voulait vivre plutôt au nord de la Finlande et son protecteur lui disait mais quel est l'intérêt en fait? Dans le sud vous avez vos frères et sœurs, il y a beaucoup plus d'activités, donc d'un point de vue économique vous trouverez du travail beaucoup plus facilement. Voilà. Donc le choix de la résidence, qui est normalement quand même un choix très personnel, et puis le choix du protecteur. Et la Cour européenne des droits de l'homme nous dit, alors c'est pas exactement les mêmes termes que dans notre droit, hein, mais nous dit que grosso modo, effectivement, l'intérêt de cette personne, c'est plutôt d'être dans le sud. Alors évidemment, le temps avait coulé, le temps que ça arrive devant la CEDH, je pense que la personne concernée elle-même avait tout à fait conscience, bien que la CEDH nous précise qu'il a un état d'esprit d'un enfant de 8 ans, je crois, et donc il n'est pas en mesure de choisir lui-même. Bon, il avait trouvé une petite amie dans le sud, je pense qu'après, il n'avait plus envie d'aller dans le nord au moment où ça arrivait devant la CEDH, donc ça a peut-être joué aussi. Mais voilà. Mais c'est important que la CEDH nous dise, on peut aller à l'encontre de la volonté quand, effectivement, le bien-être, la santé importe que l'on aille à l'encontre de la volonté. Alors après, peut-être une lettre qui dessert l'esprit. L'esprit de la loi, on le sait, c'est protéger, évidemment. Alors protéger sans diminuer, pour reprendre les termes évidemment très connus de Thierry Fossier, mais comment est-ce qu'on peut protéger sans diminuer? Alors on a eu évidemment la jurisprudence sur le désistement d'instance, où là aussi, est-ce que c'est admissible qu'on accepte le désistement d'instance de celui qui a demandé le placement sous une mesure de protection quand on sait que cette mesure, elle est importante pour protéger la personne? La Cour de cassation nous a dit dans son avis du 20 juin 2011, toujours dans la même logique de volonté de ne pas de s'autosaisir pour le juge, le désistement du requérant met fin à l'instance. Et puis elle a repris cela dans son arrêt du 2 avril 2014, mais en précisant bien une autre partie qu'elle avait déjà mise dans son avis, à condition qu'il n'y ait pas déjà eu une mesure qui a été ouverte. Or, dans cet arrêt de 2014, il y avait déjà une sauvegarde de justice qui avait été enclenchée, donc le désistement d'instance n'était pas admissible. Mais ça, c'est toutes les problématiques de règles procédurales qui sont peut-être pas très adaptées à ce procès très spécifique qu'est la mesure le procès de la protection juridique. Mais Gilles Raoult-Cormeille en dirait beaucoup plus que moi et Jean-Jacques Lemoulan aussi sur ce point. Je vous laisserai rebondir si besoin était. La Cour de cassation, on le sait, a dû aussi se plier pour l'instant ce qui n'existait pas, c'est-à-dire l'absence de passerelle entre habilitation familiale, curatelle et tutelle. On sait que là-dessus, la loi de programmation va changer aussi la donne. Et c'est heureux. Alors sur le manque de moyens, souligné dans la Cour des comptes, évidemment, dans ces deux rapports. Je vois que le temps file, alors j'essaye d'accélérer un peu. Et puis, je voulais surtout parler de cet arrêt du Conseil d'État du 25 octobre dernier, qui a été publié au recueil Le Bon, qui nous explique qu'effectivement, la collectivité publique peut prendre en charge certains frais du majeur protégé s'il a des difficultés particulières. Tout le problème est de savoir qu'est-ce qu'on met sous le terme « difficulté particulière » et est-ce que finalement, tout un chacun peut dire moi j'ai des difficultés, donc la solidarité nationale, le principe de solidarité voudrait que l'État prenne en charge les frais qu'engendre la mise en place de la mesure de protection. Et le Conseil d'État nous dit qu'il n'y a pas un droit à la solidarité pour ceux qui ont des problèmes financiers. Et il nous dit un préfet peut donc refuser cette aide publique, ce bénéfice de la prise en charge, parce qu'il n'y a pas suffisamment de crédit. Voilà, tout simplement. Bon, c'est la réalité des choses. Hein. C'est la réalité, mais c'est inscrit dans une décision. Et évidemment, on sait qu'il y a des inégalités de traitement selon le territoire et selon les départements. Et puis pour terminer sur les droits et libertés fondamentaux non respectés, évidemment je pourrais parler longuement sur ce thème puisque le rapport du défenseur des droits en fait toute une partie, troisième partie consacrée à l'incompatibilité du droit français avec la CIDPH, avec bien sûr le droit de vote du tutélaire, le problème de l'opposition à un mariage, qui demeure parce qu'avec la loi de programmation, on a quand même la faculté de s'opposer. Alors, on pourra en reparler. L'impossibilité de demander le divorce par consentement mutuel et pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Le deuxième sera désormais autorisé, pas le premier. Bon.
Ces points sont repris dans le rapport Caron d'Église et bien sûr dans la loi de programmation, alors pourtant que notre article 460 sur le mariage avait été validé par le Conseil constitutionnel comme étant conforme aux droits et libertés donc fondamentaux dans sa décision QPC du 29 juin 2012. Alors est-ce que c'était parce que le rapport du défenseur des droits insiste aussi sur l'application, la pratique de cette loi qui serait défaillante. Et cet adjectif de défaillance, ça rappelle d'ailleurs l'intitulé même du rapport de la Cour des comptes de 2016 qui était le suivant, une réforme ambitieuse, une mise en œuvre défaillante. Alors effectivement, si on en croit les bilans d'application, la loi serait dévoyée en pratique. Et c'est ce qui expliquerait que la situation soit insatisfaisante. C'est ce que je verrai dans un premier temps. Et pourtant, il me semble que l'observatrice que je suis de la jurisprudence de la Cour de cassation nous montre que la loi est bien interprétée dans l'esprit du législateur. Alors la loi serait-elle dévoyée ? On peut mettre en doute le respect des principes de subsidiarité, de nécessité et de proportionnalité, selon la Cour des comptes et le défenseur des droits. Le rapport de la Cour des comptes de 2016 nous dit que d'après les statistiques du ministère de la Justice, la grande majorité des personnes protégées sont placées sous une mesure lourde, puisqu'il y aurait 53% de tutelle contre 43% de curatelle, et d'ailleurs énormément de curatelle renforcée. Le défenseur des droits, lui, souligne que la mesure de tutelle ne devrait qu'être exceptionnelle, et ce n'est pas le sentiment que l'on a en France. La Cour des comptes ajoute que plus de 20% des mesures en Île-de-France concernent des personnes atteintes seulement de vulnérabilité, ce qui montre bien que l'altération des facultés mentales peut être largement interprétée. Était aussi souligné l'absence d'action régulatrice du parquet, le fait que la révision des mesures avait beaucoup alourdi la charge des magistrats, et si bien que finalement le réexamen n'était que minimal. Était également souligné la problématique de l'audition des personnes protégées. On ne pouvait pas vérifier combien de fois ces personnes étaient auditionnées en l'absence de statistiques disponibles. Donc des doutes sur le respect de ces grands principes pourtant qu'avait posé le législateur. Échec aussi peut-être quant à l'objectif de diminution des mesures judiciaires et quant à l'objectif de diminution de leurs coûts. Le rapport de la Cour des comptes de 2016 le souligne, le mandat de protection future est très peu utilisé, les mesures de protection juridique continuent à croître en dépit des mesures alternatives que proposait la loi. Le volet social de la réforme n'a pas prospéré, les masques et les mages n'ayant pas beaucoup de succès. Et le rapport de la Cour des comptes alerte sur une absence de maîtrise des dépenses. Si la loi avait permis de rationaliser les coûts en introduisant un système plus juste, elle a eu pour conséquence d'augmenter, nous dit la Cour des comptes, les coûts des mesures de protection juridique, plus 6% par an, avec une augmentation de 53% du coût de la mesure entre 2008 et 2015. Étant entendu que la participation des majeurs protégés en moyenne est sur 19% du coût des mesures et que le coût moyen d'une mesure est passé de 1 476 € en 2008 à 1 852 € en 2015. Voilà. Troisième échec mis en exergue par la mise en application et par le rapport de la Cour des comptes, c'est le manque de protection, et c'est sans doute le plus gênant effectif des vulnérables. La Cour des comptes souligne dans son rapport, dans sa deuxième partie, que la qualité de la protection et le contrôle de la protection sont insuffisants. Elle explique qu'elle a examiné plusieurs centaines de dossiers de majeurs protégés et qu'il y a des dysfonctionnements significatifs qui ont pu être constatés et que rien que ces dysfonctionnements soulignent l'intérêt d'une nouvelle réforme. Alors des défaillances dans l'ouverture de la mesure, avec des problèmes dans l'établissement, la transmission et le contrôle de l'inventaire des biens, du budget prévisionnel, du document d'information, des IPM. Des défaillances également dans le déroulement de la mesure, avec des problématiques de rencontres peu fréquentes entre majeurs protégés et MJPM, des problèmes de gestion du budget, de compte rendu qui en est fait, des problèmes quant au compte, quant à la gestion du logement, des problèmes quant à la surveillance par les autorités judiciaires, etc., etc.
Le rapport du défenseur des droits n'est pas plus élogieux, évidemment, puisqu'il insiste sur la violation des droits fondamentaux des personnes vulnérables dans les faits, et il attire notamment l'attention sur un manquement au libre choix de la résidence, sur divers manquements, notamment dans les maisons, les EHPAD, quant au respect de la vie privée, sur l'absence de respect de l'autonomie, de respect de la dignité de la personne. Ce manquement de respect de l'autonomie est également beaucoup souligné dans le rapport Caron-Déclise, d'ailleurs. Alors, face à cela, la Cour de cassation, il me semble, essaie de faire rempart en interprétant la loi dans l'esprit qui doit être le sien, à savoir évidemment protéger, et dans l'esprit qui est de faire respecter tous ces grands principes qu'a posé la loi de 2007. Alors, elle essaie de faire respecter d'abord la solidarité familiale. Et elle rappelle à plusieurs reprises qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un principe de priorité familiale, quitte à nommer plusieurs protecteurs pour en prendre au moins un dans la famille. Donc là-dessus, elle veille au grain. Dans l'affaire Lambert, elle va évidemment dans le sens de l'épouse de Vincent Lambert, qui était contestée dans ses fonctions alors même qu'elle avait déjà une habilitation sur le fondement de 219 et que tout fonctionnait très bien ainsi. Elle veille au grain sur d'autres problématiques. Quand il y a un conflit familial, ce n'est pas systématiquement un argument suffisant pour mettre à l'écart un membre de la famille. La Cour de cassation veille également à l'application du principe de subsidiarité. Alors, je vois que je suis déjà à 30 minutes, c'est l'avantage de l'ordinateur. Donc, elle essaie de faire respecter ce principe. Je vous ai mis un arrêt du 1er février 2012 qui avait été rendu sur le régime matrimonial en disant que la communauté universelle suffisait à protéger. Dans ce cas, il n'y avait pas besoin d'ouvrir une mesure de protection. La Cour de cassation essaye aussi de protéger, il me semble, au maximum le vulnérable et non son entourage, en rappelant que la mesure de protection vise à protéger le vulnérable et non pas son entourage. Elle le permet notamment en permettant, alors ce qui fait très peur aux notaires, je le sais, mais en permettant d'annuler pour insanité d'esprit un acte qui aurait bien respecté toutes les formalités de la mesure de protection. Mais c'est évidemment dans cette perspective de toujours mieux protéger. Elle protège également en matière pénale. On a eu énormément d'arrêts qui ont rappelé les articles 706-113 et suivants du Code de procédure pénale. Beaucoup d'arrêts sur le principe du contradictoire. Et je suis toujours étonnée de voir le nombre de censures sur ce fondement-là. Beaucoup d'arrêts sur l'information du protecteur. Attention, il faut toujours informer, même si c'est un curateur, même si c'est un co-curateur, il faut toujours qu'il soit informé. On pense à l'arrêt Cofidis, Cofinoga, notamment, et d'autres arrêts purement procéduraux. Et puis enfin, la Cour de cassation essaie de préserver au maximum la capacité, il me semble, de la personne vulnérable. Et ça a été le cas avec l'article 909 du Code civil qui interdit de recevoir, évidemment, d'une personne qui est soignée et en fin de vie, de recevoir de cette personne. Elle a limité le champ de cette incapacité, et je trouvais cela heureux, en rappelant que ça s'adressait qu'à des professionnels. Il est évident que si le protecteur est quelqu'un de la famille, on peut avoir envie de le gratifier. Elle a également à plusieurs reprises rappelé qu'un majeur protégé n'est pas présumé insane d'esprit. L'insanité d'esprit, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'altération des facultés. Elle a, à plusieurs reprises également, évité le maintien ou l'ouverture de la mesure de protection en disant que le certificat médical n'était pas exigé à titre de recevabilité pour la demande de mainlevée. En disant aussi, je crois que c'est après celui-là, c'est ça, qu'il fallait limiter la durée du renouvellement, en rappelant également qu'il fallait limiter la possibilité de faire appel d'un jugement de mainlevée. Et puis enfin, en mettant l'accent sur cette incapacité à exprimer une volonté qu'il était nécessaire de souligner pour ouvrir une mesure de protection. Et puis, je terminerai peut-être avec l'avis qui a été rendu le 6 décembre dernier, qui illustre parfaitement cette volonté de respecter la capacité du majeur, aussi vulnérable soit-il, puisque la Cour de cassation a dit que le majeur pouvait, en curatelle, exercer
le commerce. Quelle meilleure illustration, à mon avis, que cet avis pour montrer que l'on souhaite préserver au maximum la capacité de principe des personnes vulnérables. Merci à tous. Merci Ingrid, et oui, bravo pour cette très belle intervention et cette synthèse de la jurisprudence qui nous montre combien son œuvre a été importante par rapport à un texte qui n'est pas finalement resté du tout statique. On voit l'abondance de cette jurisprudence, on voit aussi l'intérêt qu'elle présente pour les praticiens que vous êtes, si j'en juge à la prise de notes qui a été extrêmement abondante. Ah, là, le diaporama s'est arrêté un peu vite. La prise de notes n'était pas tout à fait terminée, d'ailleurs, je vois pour certains. Donc, je ne parle pas seulement des étudiantes du premier rang qui, elles, sont toujours très assidues et sont des élèves modèles, mais je parle de l'ensemble de l'amphithéâtre que j'ai bien vu prendre des notes sur tous ces arrêts que vous nous avez rappelés. Je vais peut-être, parce que nous sommes pratiquement, nous sommes au temps qui nous avait été fixé pour cette première table ronde, vous donner la parole pour que éventuellement vous puissiez poser vos questions par rapport aux interventions, sans trop anticiper sur ce qui va suivre, mais poser des questions éventuellement sur les deux analyses qui vous ont été présentées de cette loi de 2007, à la fois sur le plan plutôt doctrinal et jurisprudentiel. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des interventions? Des interventions. Je suis sûr qu'il y en a. On a été trop bavard. Oui, c'est ça, vous avez envie de boire un café. Non, il n'y a pas de questions, pas de... Bon, je vais dire quelques mots alors pour terminer et pour ensuite aller en discuter autour d'un café, puisque effectivement, je vois dans le programme qu'il y avait discussion. Bien. Et débat et éléments de conclusion. Donc, je me sens un peu dans l'obligation de vous dire quelques mots, effectivement, de conclusion. Encore que à cette heure de la matinée, à 10h30, prétendre conclure, c'est peut-être un peu ambitieux et un peu présomptueux et un peu prématuré. Donc, conclure par rapport à ce qui a été dit. Mais que voulez-vous que j'ajoute de plus? Tout a déjà été dit, à la fois sous l'angle historique, doctrinal, jurisprudentiel. Je vois mal ce que je pourrais ajouter. Et puis, on vous l'a rappelé, il y a un certain nombre de rapports qui sont intervenus récemment au niveau national, international, qui se sont chargés, eux aussi, de conclure sur ce que l'on pouvait penser de la loi du 5 mars 2007. Et les rapports en question, on vient de vous le rappeler, ils ne sont pas très aimables à l'égard de cette loi je ne sais pas trop comment on peut le présenter, à l'égard de l'application, en tous les cas, qui en a été faite. Alors, ce que je vais vous dire n'a finalement gardé d'importance parce que c'est tout à fait subjectif et purement personnel et que ça n'engage que moi. Mais je trouve quand même que, cela a déjà été un peu dit, je trouve quand même que le sort qui a été fait en 10 ans à peine à la loi du 5 mars 2007 et même presque déjà au bout de 5 ans est un peu injuste. Et que l'on a tendance à voir que les mauvais côtés de cette loi, alors que la jurisprudence fait une œuvre d'interprétation absolument considérable, tout en essayant de rester dans l'esprit de la loi, sans voir ou vouloir voir ce qu'elle a apporté et que Gilles a souligné, et tout ce qu'elle a apporté quand même par rapport au droit antérieur. À deux points de vue, me semble-t-il. Mais un, principalement, et Gilles l'a indiqué, c'est, et la jurisprudence aussi, l'a mis en évidence, c'est en ce qui concerne la prise en considération de la personne. La loi de 2007, de ce point de vue-là, que les choses soient claires, me paraît avoir été une loi de rupture par rapport à la loi de 1968. La prise en considération de la volonté du majeur, la prise en considération de ses sentiments,
la prise en considération de sa personne, elle est partout dans la loi de 2007. Elle irrigue la loi de 2007, avec des applications, on l'a vu aussi, plus techniquement, mais c'est très révélateur, sur le plan procédural, sur le plan processuel, qui sont extrêmement révélatrices. Les cassations ont été nombreuses sur le fondement du respect du contradictoire, parce que le juge n'a pas expliqué pourquoi il n'avait pas entendu, parce que le juge n'a pas expliqué pourquoi il n'avait pas permis au majeur de consulter le dossier, parce que le juge n'a pas expliqué pourquoi finalement les conclusions du ministère public, etc., etc. Donc on ne vienne pas dire aujourd'hui que la loi de 2007, par un raccourci, n'a pas pris en considération la personne du majeur protégé, sa volonté et l'expression de sa volonté, c'est inexact. Donc de ce point de vue-là, me semble-t-il, il faut que les choses soient quand même remises à leur juste place. Ensuite, et pour rebondir sur ce qui a été dit par Ingrid, à propos de la mise en œuvre de la loi et à propos de son application défaillante, déficiente, etc., et par rapport à un objectif, en réalité, très clairement, qui est dans le viseur de la Cour des comptes, qui est celui de la réduction de la dépense publique et de la réduction des coûts. Je crois quand même que la loi de 2007 a été, à bien des égards, soucieuse de réduire le nombre de mesures judiciaires de protection. Elle n'a pas ignoré, à quelque moment que ce soit, cette première ligne qui était quelque part dans sa feuille de route. Et quand on regarde les dispositifs tous azimuts qui ont été soit rénovés pour les mesures sociales, soit qui ont innové avec le mandat de protection future, quand on voit tous les verrous, la suppression de la saisine d'office, le certificat médical, etc., etc., qui ont été mis en place pour essayer justement de juguler le nombre de mesures judiciaires de protection, là encore, on ne peut pas dire que la loi de 2007 et que le législateur de 2007, quelque part, n'ait pas été conscient du problème et qu'il n'ait pas fait son travail. Alors après, que les résultats n'aient pas été exactement à la hauteur des espoirs des conseillers de la Cour des comptes et d'autres, je l'entends parfaitement et je le comprends tout à fait. Mais bon, la vie ne trace pas toujours une ligne aussi nette que le droit entre les situations qui sont des situations de détresse sociale et des situations qui sont des situations d'altération des facultés personnelles. Voilà. Et pour le juge, c'est parfois un peu plus compliqué de faire la part des choses. Alors c'est vrai que le mandat de protection future n'a pas non plus rempli tous les espoirs que l'on pouvait avoir. C'est vrai qu'il tâtonne, c'est vrai que nous sommes peut-être des latins et voilà, que la mise en œuvre est un peu laborieuse par rapport à ce qui s'est fait dans d'autres pays. Mais, et d'ailleurs, c'est un scoop que je vous livre aujourd'hui, je pense qu'il faut sur ce phénomène procéder à un travail d'enquête, à un travail d'investigation pour voir quelles sont les raisons profondes. Et pour ma part, j'envisage très sérieusement, ça n'est peut-être pas la peine de le noter, j'envisage très sérieusement de mener une enquête auprès de la Cour des comptes, des conseillers de la Cour des comptes, enquête qui d'ailleurs ultérieurement pourra être étendue au Sénat, on verra, pour voir savoir exactement quel est le nombre de mandats de protection future qui ont été conclus par ces hauts conseillers et par cette haute fonction publique. Je pense que les résultats seront assez intéressants, mais je pense qu'il faudra faire ce travail. Il faudra faire ce travail d'enquête. Oui, vous avez un chiffre. Et celui-là ne marche pas, je crois. Si. Ah, si. Donc, je disais que je suis conseiller en gestion de patrimoine spécialisée de la personne vulnérable. J'ai fait le DU de la gestion de patrimoine de la personne vulnérable avec Maître Cormeille en 2016. J'ai également le CNC MJPM. Donc, je pense que je suis un peu au fait au niveau du droit.
Et sur la pratique du mandat de protection future, nous, dans nos cabinets, on est énormément interrogés, on travaille énormément en amont sur l'anticipation avec les familles, avec les mandants qui souhaitent anticiper. Et la plus grande difficulté, hormis l'inscription et la traçabilité, la plus grande difficulté que l'on rencontre, c'est de trouver des notaires qui souhaitent travailler avec nous, qui souhaitent faire évoluer les choses en ne faisant pas juste un copier-coller d'un CERFA avec renvoi automatique au juge des tutelles à chaque opération. Et ensuite, le second problème que nous rencontrons, c'est au niveau du mandat, l'activation du mandat, qui a la responsabilité, qui est le tiers de confiance, quels autres tiers de confiance on pourrait nommer. Et on constate que malheureusement dans les textes, le conseiller en gestion de patrimoine, qui peut être un juriste, comme c'est mon cas, ne sont pas du tout mis en avant sur cette problématique, alors que nous avons énormément de demandes. J'ai enregistré beaucoup de mandats depuis déjà 3 ans. Enfin, beaucoup, j'en suis à une soixantaine. Et l'activation, nous commençons à la mettre en œuvre. Et lorsque nous mettons en œuvre cette activation, on retrouve un autre problème qui est celui du juge et celui du médecin qui doit nous donner un certificat circonstancié. Dans plusieurs cas, j'ai eu le problème du certificat circonstancié qui indique mesure de tutelle ou de curatelle. Et quand j'explique et que je rappelle le médecin pour lui expliquer ce que c'est qu'un mandat de protection ou même une habilitation, il me demande de quoi je parle. Donc ce que l'on fait aujourd'hui pour être plus efficace, c'est que l'on couple, quand la situation familiale le permet bien évidemment, on couple, en fonction des cas, l'habilitation et le mandat de protection pour éviter d'avoir un renvoi du juge. Donc voilà, donc ça c'est la pratique et j'attends beaucoup de la loi de programmation et de tout ce qui pourrait venir accompagner les familles, aussi bien les personnes vulnérables qui ont besoin immédiatement de protection que des personnes totalement valides et qui anticipent et qui ont bien compris que dans l'avenir, le vieillissement de la population et l'engorgement des tribunaux ne permettraient pas une protection à 100% au niveau de la protection judiciaire des majeurs et qu'il faudrait compléter, accompagner. Donc nous accompagnons, mais nous avons énormément de mal quant à la responsabilité qui est la nôtre en tant que conseiller en gestion de patrimoine vis-à-vis de tiers de confiance ou pas. Voilà. C'est intéressant parce qu'on voit quand même à travers votre discours que la pratique a un peu évolué par rapport à ce que l'on entendait il y a quelques années. On voit bien qu'il y a toujours d'énormes difficultés, mais on voit bien aussi que le législateur en 2007 a été naïf en pensant que comme ça, en rendant en plus immédiatement applicable, c'est la seule mesure de la loi de 2007 qui était... L'espoir était immense, mais bon, les difficultés, elles le sont aussi, elles sont techniques, elles sont également, me semble-t-il, psychologique, peut-être par rapport à notre façon d'approcher les choses, mais c'est jamais facile d'imaginer sa propre déchéance et d'essayer de l'anticiper. Il faudra du temps. Il faudra du temps, je pense, mais... Si je peux me permettre, je ne comprends pas votre référence au juge, du coup, dans l'activation du mandat. Qu'est-ce que en vous voulez dire ? C'est quand on active le mandat, c'est pas le juge, c'est le greffe. Mais souvent, le greffier en chef demande, en tout cas, c'est ce que je constate régulièrement, demande au juge de l'aider à regarder ce qu'il en est. Et avant d'auditionner les mandataires, va reprendre, ce qui n'est pas dans la loi, mais c'est ce qui se passe dans la pratique. En tout cas, voilà. Mais pas partout, je dis pas partout, je dis dans les cas que l'on a pu avoir, je dis pas partout, bien évidemment, et j'ai pas l'expérience de tous les tribunaux, bien évidemment. Oui, ça me paraît incroyable. Alors, sur le mandat de protection de futur, de toute façon, tant qu'on n'aura pas la publicité, alors je ne sais pas où on en est, mais c'est quand même le problème majeur. Voilà. Et quant aux notaires, on aura des notaires qui pourront peut-être réagir, mais effectivement, une collègue me disait il y a quelques semaines qu'elle avait fait 3 notaires avant d'en trouver un qui voulait lui prendre son mandat de protection future. Donc, bon...
Je sais que c'est très variable selon les notaires et selon les territoires, hein. Merci pour votre intervention en tout cas. Alors, quelques mots pour assurer la transition, peut-être avec ce qui suivra et dans la matinée et dans l'après-midi. J'entends bien que le discours actuel est un discours qui est un discours de réforme, mais me semble-t-il, par rapport à la loi de 2007, et avant de détruire ou de remettre en cause les équilibres qui ont été instaurés par cette loi, il faudra quand même peut-être faire un peu attention. La loi de 2007, c'est une loi, parmi les dernières peut-être encore, qui était une loi pluraliste. Alors je sais, ça fait siècle dernier, etc. Et voilà, le 21e siècle est beaucoup moins pluraliste, sans doute, que l'avait été le 20e. Une seule filiation, une seule administration légale, demain sans doute une seule forme de divorce et une mesure unique. J'avoue que c'est une façon de penser le droit qui m'inquiète un peu et une façon de penser tout court qui m'inquiète aussi. Et puis la loi de 2007, elle a été bâtie sur des équilibres, deux équilibres, me semble-t-il. Un équilibre entre des acteurs, un équilibre entre des valeurs, et j'irai très vite. Un équilibre entre des acteurs, parce que cela ne vous a pas échappé, il y a un équilibre qui déjà avait été dessiné par la loi de 1968, mais qui a été renforcé par la loi de 2007, entre, disons, le cercle familial et les pouvoirs publics et la collectivité. Hein. La protection des majeurs, c'est un devoir des familles et de la collectivité publique, aux grandes dames sans doute des uns comme des autres, et de la collectivité publique. Et c'est sur cet équilibre-là qu'a été bâtie la protection actuelle des majeurs. On voit bien quelle est l'évolution qui est en cours, qui est déjà présente dans la loi de 2007 et qui se dessine avec l'intervention d'autres acteurs médicaux, sociaux. Je pense qu'il faudra faire attention à ce que, certes, il y ait une dynamique qui se crée, mais à ce que, pour autant, un certain nombre d'équilibres sur lesquels repose actuellement la protection des majeurs soient préservés. Et que, spécialement, ni la place de la famille, ni le rôle du juge ne se trouvent insidieusement remis en cause par la prévalence qu'on aura donnée, pour des raisons de commodité, d'économie, etc., à d'autres acteurs. Et puis c'est aussi, cette loi de 2007, un équilibre entre des valeurs, dont il a été question dans les deux interventions, donc je n'insiste pas, mais entre le souci, d'une part, de préserver la volonté, les sentiments, une certaine autonomie, c'est une chose, mais aussi une autre valeur qui ne me paraît pas moins négligeable, quoi qu'en disent les instances internationales, qui en pensent ce qu'elles veulent, un autre souci qui est celui de la protection de la personne protégée. Et pour moi, cette protection, et pas que pour moi, cette protection, elle a un caractère d'ordre public sur lequel on peut discuter, mais je veux bien mettre en balance ce que nous en disent les instances internationales et l'ordre public français, de ce point de vue-là. Et il faudra donc se méfier de certaines évolutions dont on voit bien ce qu'elles peuvent être et qui nous seront présentées peut-être comme des évolutions de nature technique. Ce ne sont pas des évolutions de nature technique, ce sont des évolutions sur les fondements même de la protection des majeurs. Et je pense que ça mérite qu'on y prête une attention particulière. Voilà ce que je voulais ajouter pour compléter un peu ce qui a été dit ou conclure par rapport à ce qui a été dit. Est-ce qu'il y a maintenant d'autres questions ou d'autres réflexions? Toujours pas. Donc, on va aller boire le café tant attendu déjà tout à l'heure.